Super, on est bon. Bon, ben, du coup, bienvenue, bonjour à tout le monde, du coup. Euh, on se retrouve pour le premier webinaire santé-sécurité 2026. Et aujourd'hui, donc, sur la thématique qui est faire du travail un outil d'attractivité. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà, juste rappeler au nom de l'ensemble de l'équipe, puisqu'il est encore temps, des conseillers, donc développement durable des CCI d'Occitanie, ben, vous souhaitez les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On a souvent coutume de dire bonne année et bonne santé. Alors, ben, nous, ça a encore plus de sens pour les préventeurs que nous sommes. Donc, voilà, partie surtout la santé et du coup, tant sur le plan personnel que professionnel. Je prends également un peu de temps donc, pour rappeler que cette action s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec l'ensemble des CCI d'Occitanie et la DRETS Occitanie qui représente du coup le plan régional santé-travail. Donc du coup, un merci particulier à la DRETS et particulièrement aussi Virginie Nègre, puisque ben, ça fait maintenant 8 ans qu'on collabore pour vous proposer ces actions. Donc l'objectif de ce partenariat, c'est de mettre en avant en fait les publications et les outils du plan régional santé-travail. L'idée étant de vous donner des exemples concrets et que vous puissiez ensuite les mettre en application dans vos entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on organise des ateliers en présentiel, on fait également des webinaires et puis des matinales PRST. L'objectif étant de voilà, augmenter des retours d'expérience d'entreprise pour que vous puissiez ensuite dupliquer ou améliorer ce qu'on vous a présenté au sein de votre entreprise. Merci également donc ben, à vous qui nous suivez régulièrement. Donc voilà, on fait un webinaire mensuel ou tout au long de l'année. Systématiquement, il y a voilà, plus de 100 participants webinaires. Donc voilà, on se dit que c'est le seuil minimum pour se dire que c'est bien et qu'on va continuer en ce sens. Et merci aussi aux entreprises qui prennent leur temps, puisqu'on sait qu'il est très précieux, de venir apporter leur témoignage pour voilà, muscler. Et vraiment, c'est la valeur ajoutée, nous en tout cas, qu'on identifie sur nos webinaires. Donc merci aux entreprises qui témoignent. Voilà, donc moi je me présente, donc je suis Vincent Garneau, je suis responsable régional au niveau de la CCI Occitanie pour l'ensemble des thématiques du développement durable et plus particulièrement sur les sujets santé-sécurité. Ces webinaires sont co-animés avec les CCI territoriales. Donc aujourd'hui, voilà, Sonia Poulot pour la CCI des Pyrénées-Orientales qui m'accompagne pour notamment la partie questions-réponses en fin de webinaire. Donc, sur le temps que nous allons partager ensemble, on est ensemble jusqu'à 16 heures. Voilà, on aura tout d'abord une petite introduction sur le rappel du qu'est-ce que le PRST, à quoi il sert. Et ensuite, on verra quelles dimensions et champs à explorer dans le cadre d'activité et de la qualité de vie et des conditions de travail. Ensuite, donc, on aura un témoignage d'entreprise, donc la grotte d'Argilan, qui nous présentera ce qu'elle a pu mettre en place. Voilà, donc c'est une TPE, donc rien n'est impossible, même dans les toutes petites entreprises. Il suffit d'avoir de la volonté pour mettre en place voilà, des démarches. Ensuite, on aura un complément méthodologique, donc qui sera présenté par l'ARACT pour vous montrer ben, tout ce qui est fait de bien dans le cadre du PRST. Et on aura un temps d'échange avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans l'espace de conversation et on se fera un plaisir de reprendre vos questions et de les poser à nos experts. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce webinaire. Et du coup, je vais passer la parole à Nathalie qui va nous présenter voilà, le PRST rapidement et qu'est-ce qu'il fait au niveau de son groupe de travail. Je vous souhaite un Alors, bon webinaire. merci Vincent de m'avoir passé le micro. Donc, en effet, bonjour à tous, je suis Nathalie Mur, je représente le MEDEF et je travaille dans le groupe, et on va rentrer un peu plus dans le détail du PRST, un des groupes du PRST, qui est l'attractivité et les conditions de travail. Alors, le PRST, c'est quoi? Pour vous donner un petit peu de sens, hein, le PRST, c'est le plan régional santé-travail. On était sur le numéro 4.
En 2026, on va ouvrir le numéro 5 du PRST, mais globalement, ce PRST, alors, il est décliné hein, par les directions régionales de l'économie de l'emploi, donc la DRETS, hein, l'inspection du travail, et il correspond à des plans régionaux santé-travail au niveau France. C'est-à-dire que dans toutes les régions, vous en avez des PRST, et plus particulièrement, je vais vous parler de celui de l'Occitanie, parce que c'est celui-là qui nous intéresse. L'objectif du PRST, qu'on soit sur le numéro 4, le numéro 3 ou le numéro 5 qui va arriver, l'objectif, c'est de fédérer tous les acteurs concernés dans le monde du travail. Ça tourne autour d'une démarche collective où on va inviter l'ensemble des institutionnels. On a commencé à parler de l'adresse, on a parlé de l'ARACT, on peut parler de beaucoup d'institutionnels qui travaillent avec nous pour que justement on puisse répondre à ces engagements d'outiller, de fédérer autour de la santé et du travail et des conditions de travail l'ensemble des partenaires, que ce soit les entreprises, que ce soit les salariés et que ce soit l'ensemble des partenaires institutionnels. Alors, je passe, le PRST, c'est qui? Qui c'est qui gravite autour? Vous avez la CARSAT, vous avez l'ARS, qui est un lien santé avec le travail, la santé publique. On a l'adresse, j'en ai parlé, hein, l'inspection du travail, qui est l'État en région, en fait, hein, qui nous donne aussi les consignes. Les SPST, hein, les services de prévention de santé au travail sur l'ensemble de la région. On a l'ARACT avec une approche paritaire avec l'ARACT, l'OPBTP lorsque l'on veut focuser notamment sur le métier et sur l'activité du bâtiment, la MSA hein, pour être plus focus là pour le coup sur l'agriculture, l'AGFIP pour avoir un focus sur des situations de handicap et la CCI dont Vincent est le digne représentant aujourd'hui. Mais gravite aussi autour, et j'en fais partie, les partenaires sociaux et notamment hein, le groupe de travail sur lequel on a travaillé, et qui fait l'objet de notre webinaire aujourd'hui, qui est l'attractivité des conditions de travail, et la QVCT, c'est les partenaires sociaux qui ont demandé lors du PRST d'avoir un groupe prioritaire sur ces sujets-là. Il y a 5 axes dans le PRST, globalement 16 actions, et je vous encourage à aller sur le site du PRST pour avoir tout le détail en fait de toutes les actions qui sont menées et de tous les sujets que nous portons pour vous rendre compte, hein, comme je vous l'ai dit, que les objectifs prioritaires, c'était de rendre visible, de diminuer la sinistralité, notamment sur les accidents graves et les accidents mortels, d'outiller les différents interlocuteurs que sont les entreprises ou les salariés, de fédérer l'ensemble des interlocuteurs pour avoir le même objectif de diminuer la sinistralité, suivant différents sujets. On peut parler des accidents graves, mais on peut parler aussi de l'amiante. Enfin, je ne vais pas tous vous les citer. On en a développé 16 actions, 16 thématiques qui nous permettent justement après de mettre, en lumière toutes les actions qu'on peut proposer à l'ensemble des partenaires. Le GT, QVCT et PRST, c'est là où on va focuser pendant ce webinaire. On a 3 actions concrètes, c'est promouvoir la QVCT, la qualité de vie et les conditions de travail auprès principalement des TPE et des PME. La deuxième action concrète en fait qu'on a souhaité mener, c'est de sensibiliser et outiller l'ensemble des partenaires sur les santé-travail pour agir auprès des TPE et des PME et animer un réseau d'intervenants, alors QVCT, qualité de vie au travail, en Occitanie. C'était ça nos 3 axes d'action. Et c'est pour ça aussi qu'on a le témoignage d'une TPE avec nous cet après-midi. Je vais maintenant laisser la main à ma collègue Isabelle Ricard. Isabelle, Avec le micro, c'est mieux, c'est excusez-moi. ça. Bonjour. Donc, oui, vous m'excuserez, non seulement je n'ai pas de micro, mais en plus, je n'ai pas de caméra. Isabelle Ricard, vice-présidente du comité régional de prévention de santé au travail, et je représente la CFDT, donc l'autre partie, l'autre volet des partenaires sociaux. Je vais donc voilà, vous expliquer la genèse de ce groupe de travail
on est parti du constat que de nombreuses entreprises remontaient des difficultés d'embauche et donc les partenaires sociaux du comité d'orientation des conditions de travail ont émis l'hypothèse que les conditions de travail pouvaient avoir un impact sur l'attractivité des entreprises et ont donc créé ce groupe de travail dédié. L'ambition du groupe de travail, c'était vraiment de faire prendre conscience à tous de ce lien potentiel entre les conditions de travail et l'attractivité, donc valoriser cet enjeu et en faire vraiment un enjeu stratégique pour les entreprises et toucher l'ensemble des entreprises, en particulier bien sûr les PME qui sont la cible de nos travaux, avec des cibles très larges et j'espère que nous avons autour de ce webinaire cette cible large, les dirigeants, pour qu'ils arrivent à avoir en interne une culture de prévention et l'idée c'est vraiment de les équiper avec des outils concrets, tous les acteurs institutionnels, les organisations syndicales bien sûr et les salariés aussi qui peuvent être sensibilisés et puis tous nos acteurs de relais qui sont nos partenaires au sein du PRST. Nous avons essayé de regarder avec un certain nombre d'indicateurs qu'est-ce qu'il peut y avoir comme origine pour les tensions en fonction des métiers et des territoires. Donc, bien sûr, il y a l'intensité des embauches. Il y a d'embauches et d'entreprises qui embauchent et plus c'est difficile de recruter des candidats. La main-d'œuvre disponible ne l'est pas toujours au bon endroit. Elle peut être disponible sur d'autres territoires avec des difficultés peut-être à changer de territoire pour les compétences dont a besoin l'entreprise. Des emplois qui ne sont pas forcément très durables. Les conditions d'emploi sont vraiment très impactante puisqu'un CDD ou un contrat à temps partiel peut avoir bien sûr beaucoup moins d'intérêt pour les salariés qui cherchent un emploi. Et donc voilà, l'inadéquation géographique, ce que je disais tout à l'heure. Et puis ensuite, ces liens entre la spécialité de formation et le métier, souvent, les entreprises cherchent le mouton à cinq pattes et il n'existe pas forcément. Donc, voilà, l'adéquation entre les compétences des personnes qui cherchent l'emploi et ce que cherchent les entreprises n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Et puis, bien sûr, les conditions de travail peuvent être contraignantes et l'image aussi que peuvent avoir les salariés de ces conditions de travail peuvent rendre les recrutements très difficiles. Hop, alors je ne sais pas ce que j'ai fait. Euh, Pardon. Voilà, donc on s'est concentré sur les familles de métiers et qui avaient les conditions de travail les plus contraignantes. Donc, celle de la santé, c'est assez notoire. L'hôtellerie, restauration, tout ce qui est autour du tourisme, l'agriculture, pêche, etc. Transport et logistique et le BTP avec la construction et l'industrie sont dans le top des secteurs dans lesquels les conditions de travail sont les plus contraignantes. Donc, on a essayé de travailler essentiellement, dans un premier temps, sur ces sujets-là. Voilà. Et lors de nos enquêtes, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a des choses qui sont à la main de l'entreprise, mais pas tout. Alors, il y a d'abord la branche et l'image que la branche peut avoir auprès des demandeurs d'emploi. Et les branches travaillent beaucoup sur la promotion des métiers de façon à donner une vision très claire pour les demandeurs d'emploi de ce qu'elles peuvent leur offrir. Donc, il y a voilà, des webinaires qui sont organisés, des vidéos, etc. Les branches vont à la rencontre des demandeurs d'emploi.
Et puis, il y a le cadre de vie, en particulier sur les territoires. Et il y a un sujet qui est un sujet récurrent, c'est comment je me loge quand je change éventuellement de territoire pour voilà, répondre à une offre d'emploi. Donc, ce sont des sujets qui sont pas directement à la main de l'entreprise, même si les entreprises sont aidées sur ces sujets-là. Et puis, en interne de l'entreprise, l'entreprise travaille à la fois pour attirer des candidats, mais aussi pour retenir les salariés qui seront présents sur les conditions de travail. Et c'est vraiment le cœur de notre sujet. Et je vais passer la parole à Nelly qui va faire le lien avec la QVCT. Merci Isabelle pour je dirais cette présentation vis-à-vis de tous les travaux que vous avez pu faire dans votre groupe Attractivité et conditions de travail. En ce qui concerne justement au carrefour de la santé et des performances de l'entreprise, la santé au travail des salariés, mais également des dirigeants, se trouve la qualité de vie et les conditions de travail. C'est-à-dire que nous avons eu donc deux principales définitions qui ont été apportées par les accords nationaux interprofessionnels en 2013, rapide historique, hein, où là, effectivement, cette QVT, qui s'appelait comme ça à l'époque, visait d'abord le travail, les conditions de travail et la possibilité qu'elles ouvraient pour faire ou pas du bon travail. Alors, bon travail, ça veut dire bien le vivre, bien le faire en collectif avec les autres, au sein d'équipes, de collectifs, mais aussi également de le faire durablement avec toutes les transitions, je dirais, écologiques et numériques que l'on peut vivre en ce moment. Et puis, on s'est rendu compte, ou du moins, les partenaires sociaux se sont rendus compte qu'il y avait quand même quelques actions qui étaient un petit peu dites cosmétiques, où le bien-être, c'était peut-être avoir des massages en entreprise, mais aller plus sur l'individu. Et du coup, l'accord national interprofessionnel de 2020 a vraiment intégré le C, qui est le corollaire de la qualité des conditions de travail. On va vraiment aller voir ce qui se passe très concrètement au niveau des situations de travail. Et ça participe effectivement à la réalisation d'un travail de qualité, autant pour la santé au travail des salariés, mais aussi pour la performance et le résultat pour l'entrepreneur. Et du coup, on est plutôt sur de la prévention primaire. Si parmi nous, il y a des préventeurs d'entreprise ou des préventeurs de services de prévention à la santé au travail, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que le travail ait des conséquences délétères sur la santé et sur le résultat de l'entreprise, évidemment. Mais du coup, on va essayer de réfléchir bien en amont des situations, de la création, d'un déménagement, etc., de manière à savoir qu'est-ce qu'on pourrait effectivement réfléchir tous ensemble. Alors, le référentiel QVCT, tous ces outils, bien évidemment, vous les aurez à la fin, hein, lorsqu'on vous partagera le support. La démarche de la qualité de vie et des conditions de travail repose sur 3 piliers. Premier pilier, c'est les ambitions. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire si effectivement on n'articule pas santé et performance. On ne va pas aller voir que la santé au travail des salariés ou alors que le résultat du travail effectué par les équipes et la ligne managériale. Mais on va essayer effectivement de savoir que l'un et l'autre sont impliqués. Et du coup, pour que l'un et l'autre soient impliqués, ça veut dire qu'il faut développer la capacité d'agir sur son travail à tous les niveaux. Et puis, comme le travail est en perpétuelle transformation, effectivement, on va essayer de voir ce qui se passe aujourd'hui au sein des collectifs, mais également ce qui pourrait se produire demain. Et donc, du coup, peut-être essayer d'imaginer les différentes transformations dont on parlait tout à l'heure. Et puis, le deuxième pilier, en ce qui concerne la qualité de vie et les conditions de travail, dans cette démarche, c'est le périmètre, le principe et les méthodes. Alors, une démarche qui pourrait être participative
et qui pourrait être paritaire également, c'est-à-dire que si dans votre entreprise, il y a des représentants du personnel, il faut que les réflexions se fassent en amont entre direction et représentants du personnel. C'est incontournable parce que ça va peut-être aussi à un moment donné donner je dirais, des directions, des périmètres, une discussion en amont pour voir quelle est chaque entreprise a sa propre qualité de vie et conditions de travail parce qu'il y a différents paramètres à prendre en compte. Évidemment, participatif, parce que les salariés, on va à un moment donné leur donner le droit d'expression qu'ils ont déjà, mais on va aller discuter sur le travail et vous allez voir tout à l'heure, grâce à Marie-Laure et à David, ils vont vraiment vous montrer ce qu'est la discussion sur le travail, le potentiel possible. Puis une fois qu'on a discuté, on peut expérimenter des choses, on peut tester, on a le droit à l'erreur, et puis une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra évaluer. Le dernier pilier, ce sont les sujets. Alors, vous avez ici la rosace, effectivement, des différents sujets qu'on va pouvoir aller investiguer, que ce soit le projet d'entreprise, l'égalité professionnelle au travail, homme-femme, que ce soit le dialogue social et professionnel, les compétences et les parcours professionnels, la santé au travail, et puis bien évidemment tout ce qui est prescrit, l'organisation, le contenu et la réalisation du travail. Donc, vous voyez ici des incontournables dans cette démarche et ce fameux référentiel qui peut vous aider si vous avez envie d'aller sur une telle démarche. Euh, Ça va être progressif, ça va être proportionné. Ne pensez pas, alors encore une fois, Marie-Laure et David vont très bien vous en parler, mais il ne faut pas avoir peur parce que vous allez y aller progressivement. Vous allez préparer. Je veux dire, cette méthode, elle a été éprouvée, testée dans différentes entreprises de dimensions et de secteurs d'activité différents. Donc, tout d'abord, il va falloir cadrer, ensuite faire un état des lieux, bien évidemment, qui n'est pas un diagnostic. Ne pensez pas qu'il va falloir aller voir tout ce qui se passe. Non, un état des lieux partagé, c'est-à-dire qui aura été discuté entre direction et représentants du personnel ou salariés s'il n'y en a pas. Et ensuite, on expérimente, on évalue, on voit si ça a marché. Si ça n'a pas marché, on recommence. Et puis, si ça a marché, on diffuse, on pérennise. Vous voyez, c'est progressivement que vous allez être amené à progresser dans une des démarches QVCT. Et du coup, avec qui le cœur, en fait, de toute démarche de qualité de vie et de conditions de travail, c'est favoriser la participation de tous les salariés. La discussion des situations de travail réelles au quotidien et essayer d'expérimenter de nouvelles façons de travailler, ça participe à créer des conditions pour favoriser de la prise de décision, de l'échange et effectivement l'amélioration des conditions de travail in fine. Et si vous êtes, je dirais, dans l'amélioration des conditions de travail, obligatoirement, vous allez être dans de l'attractivité. Le bouche à oreille fera son effet. Une entreprise dans laquelle on se sent bien, on y reste aussi. Attractivité, fidélisation. Et donc, je vais, je dirais, laisser peut-être la parole se présenter Marie-Laure et David, et ensuite je vous introduirai juste après leur présentation dans quel cadre cette action collective a été menée. Je vous laisse la parole. Parfait. Bonjour, merci beaucoup pour cette belle présentation qui nous rappelle de très bons souvenirs. Donc, je m'appelle Marie-Laure Passédonte, je suis une directrice, on va dire, polyvalente de la grotte de Dargilan et je suis accompagnée de... David, bonjour. Je me présente, donc employé à la grotte d'Argilan, maintenant ça va faire bientôt 20 ans. Employé, on va dire, polyvalent, je m'occupe de tout ce qui est tâches intérieures-extérieures, accueil, bar, en passant bien sûr par notre travail numéro 1, le guidage. Merci David et Marie-Laure. Alors, juste rapidement expliquer aux participants à ce webinaire dans quel cadre nous avons travaillé avec vous. En 2023, le réseau des sites d'exception en Languedoc a proposé à ces établissements de bénéficier d'un accompagnement de la RATP Occitanie où l'objectif était de chercher des solutions de manière participative
avec les équipes sur des enjeux d'organisation de travail, de management et de la relation professionnelle, car on sait que c'est très présent dans le tourisme. Isabelle nous disait que c'était d'ailleurs le deuxième métier dans lequel il y avait beaucoup de contraintes. Et du coup, dans le tourisme, c'est la saisonnalité de l'activité, la charge de travail variable, la coordination entre les permanents et les saisonniers lorsqu'il y a du pic d'activité, le circuit d'information, l'évolution de l'offre, etc. Marie-Laure va très bien vous en parler tout à l'heure. Mais du coup, dans ce cadre, 5 sites qui étaient situés dans l'Hérault, la Lozère et l'Aveyron. C'est pour ça qu'en Occitanie, on aime bien aller dans des départements qui sont peut-être un peu éloignés de Toulouse, mais on y va. Donc pendant un an, il y a eu une démarche qui combinait ateliers collectifs et temps individuel pour apprendre et expérimenter la méthode ANAC des espaces de discussion sur le travail. Du coup, ce témoignage est là justement pour s'inscrire dans une démarche d'accompagnement QVCT que la grotte de Dargiland a, je dirais, testé. Et du coup, Marie-Laure, vous pouvez nous présenter votre entreprise, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, la grotte de Dargiland, vous avez les diapos là? Non, il faut avancer un petit peu. D'accord. La grotte de Dargiland, en fait, alors elle se situe déjà en Lozère. C'est une très très grande grotte qui fait plus d'1 km 200. Donc la Lozère, je ne sais pas, c'est vrai que vous disiez que c'est un petit peu reculé. On a une saisonnalité très très forte, puisque voilà, il y a la diapo là. Donc voilà, on a une saisonnalité très forte, puisqu'on a un pic d'activité au mois d'août et puis après des saisons quand même petites. Donc la grotte, voilà, elle est vraiment très grande, elle fait 1 km 200. Elle est très très variée. C'est une grotte avec beaucoup beaucoup de concrétion, très naturelle. On a souhaité aussi garder un aménagement très très naturel, très sobre, très bien aménagé, technique mais sobre. Et donc c'est une cavité qui reçoit beaucoup un public familial et donc avec beaucoup de monde au mois d'août. Et donc voilà. Je vous fais peut-être rapidement un petit point sur l'histoire. Donc Dargiland, elle a été découverte en 1880 tout simplement par un jeune berger qui a eu très peur des premières concrétions qu'il a prises pour des fantômes. Et ensuite est arrivé un monsieur qui s'appelle Martel, qui est assez connu dans l'Occitanie, puisque Dargiland n'a pas été sa seule grande découverte. Donc il est arrivé en 84, puis en 88. La spéléologie n'existait pas à ce moment-là. En fait, la naissance de la spéléologie est arrivée à Dargiland en 1888, conjointement avec l'abîme de Bramabio aussi. Donc ça, c'était vraiment, il faut imaginer la Lozère à ce moment-là, il n'y avait absolument rien. Mais pour autant, Dargiland a été aménagé à peine 2 ans plus tard, en 1890. Alors là, nous avons une très grande fierté, puisque le Lozérien est chauvin. Dargiland a permis la première création de l'office de tourisme au village de Meyrueis. Donc, premier office de tourisme de notre territoire, mais aussi 3e office de tourisme français. Donc, voilà, tout ça pour organiser les visites de Dargiland. C'est notre petite fierté. Peut-être ensuite, voilà, vous parler un petit peu de l'histoire, la suite de l'histoire. Donc, c'est resté comme ça. Elle a été aménagée, mais elle était pas beaucoup aménagée, très, très peu visitée, jusqu'à ce que ma famille, on va dire, tombe dedans, puisque je suis en train de vous raconter une histoire familiale avec mon entreprise. Donc, ça s'est passé en 1977. Ma famille, c'est la famille Passette. Donc, on en a pris la charge et le bonheur. Voilà, j'aime à rajouter toujours ce petit mot derrière. Et là, ça a été 40 ans de travaux titanesques, puisque mon père et mon frère, accompagnés de ma mère, bien sûr, ont complètement transformé la cavité, enfin, en tout cas, pas la cavité, mais son aménagement. Pour vous donner une idée, il y avait 1373 marches, quelque chose comme ça. Hein, voilà. À 4 reprises, c'est ça. Et donc, Alain et Ephraim Passette les ont transformés en plans inclinés. Donc, ils ont cassé plus de 1000 marches au coin éclateur, au marteau-piqueur, transporté donc des tonnes de sacs de ciment de 50 kg à l'époque. Juste une petite anecdote pour vous donner la couleur de notre attachement à la cavité. Mon frère Alain ne voulait absolument pas utiliser l'eau de la ville pour faire le béton.
au cas où il y ait des bactéries dedans. Donc, ils utilisaient aussi l'eau de la cavité. Donc, encore plus de travail, mais pour être sûr que la grotte soit bien traitée. Donc, on a eu comme ça une période de croissance et de croisière, on va dire, de 2017, par exemple. On a fait un gros investissement un petit peu vert pour passer toute l'électrification au LED sur un éclairage dynamique, donc qui consomme très peu et qui garde tout le mystère de la cavité. Donc, belle période de croissance, de croisière, je vais dire. Et arrive 2021, où là, effectivement, il a fallu que nous nous transformions complètement, puisque je gérais donc d'Argilan sur le modèle vraiment entreprise familiale avec mon frère et ma belle-sœur. On se partageait les tâches, les responsabilités. Mon frère est tombé malade gravement, donc on a dû anticiper son départ à la retraite avec sa femme. Tout ça avec David, hein, qui était dans le coin. Et du coup, on s'est retrouvés, donc, voilà, malheureusement, j'ai perdu mon frère en 2021. Donc, tout ça, on était dans un petit peu une situation d'urgence. Tout était bousculé, il fallait tout remettre en place. Donc, lorsqu'on a rencontré la QVCT et le monde des EDT, on n'était vraiment pas du tout dans cette démarche-là, hein. On était totalement sur un autre mode de fonctionnement. Et c'est là donc qu'arrivent Arnaud Dussel qui nous présente la démarche. Donc, on a foncé dedans en se disant ça peut être que bien, de toute façon, ça apportera des choses. Donc, effectivement, il y avait un caractère d'urgence, hein, à ce moment-là, puisqu'il fallait, David portait beaucoup les choses, puisqu'il connaissait, avec moi, hein, il connaissait bien l'entreprise. Donc, un gros caractère d'urgence, mais aussi une vraie volonté. Je ne l'ai pas fait, je ne me suis pas lancée dans la démarche contrainte et forcée ou désespérée. J'avais vraiment en tête que j'ai une phrase que je dis toujours à mon équipe en réunion de début de saison, on est sur le même bateau. Ouais, il se trouve que je suis le capitaine, mais sans les matelots, je suis rien, et sans le capitaine, vous risquez d'aller un peu de travers sur certains dossiers. Alors Donc, voilà, justement, Marie-Laure, ce Oui, bateau, vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît, bien sûr. en quelques Euh, chiffres? Bien sûr. Alors, donc d'Argilan, au niveau de l'ouverture, on en a touché un petit mot tout à l'heure. Là, c'est surtout au mois d'août où il y a beaucoup de monde. On est ouvert 7 jours sur 7 de Pâques à Toussaint. Avec ma super équipe de CDI, là, on essaie aussi de dynamiser l'hiver. C'est un vrai défi en Lozère, mais on lâche rien. Donc, on essaie un petit peu de faire quelques réservations en ligne. Donc, je suis maintenant sur une équipe, j'ai fait une erreur, pardon, de 4 CDI. Je crois que je me suis comptée avec. Donc, 4 CDI pour moi toute l'année. Et l'été, on a un renfort quand même de beaucoup de CDD. On a 8-9 CDD. On arrive à monter à une équipe de 15 personnes sur des tout petits contrats de quelques mois ou même des fois 3 semaines, d'où l'importance des EDT. Et au niveau des chiffres, donc on est parti de 1977, quand mes parents ont fait l'acquisition de Dargilan, il y avait 6 000 visiteurs. Et en 2025, cette année, on est monté à 37 000 visiteurs. Voilà, avec beaucoup surtout de transformation, de création. David, Voilà. peut-être vous, en ce qui concerne les périodes d'ouverture, comment ça se passe quand il y a des pics d'activité? Alors oui, bien sûr, hein, donc on ouvre des premiers jours des vacances de Pâques jusqu'au dernier jour des vacances de la Toussaint. Alors le pic, est surtout ici en Lozère, c'est de plus en plus concentré. Donc on va dire que ce serait du 15 juillet jusqu'au 20-25 maximum août. C'est vraiment le pic. C'est pour ça que c'est très compliqué à gérer. Et comme elle l'a si bien dit, et c'est pour ça que les EDT nous ont beaucoup aidés pour l'organisation, parce qu'on est très nombreux sur des courtes durées, et le reste de l'année, on est beaucoup moins nombreux, avec beaucoup moins de tâches aussi. Merci beaucoup. Et alors, EDT, hein, pour tous ceux qui, l'acronyme, c'est Espace de discussion sur le travail, on va y revenir. Mais quelle était votre politique de prévention avant cette prise de conscience, je dirais, qui a eu lieu avec les sites d'exception, Marie-Laure? Quelle était votre politique de prévention avant? Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les employés en CDI sont arrivés à ce moment-là.
Voilà, jusqu'à alors, il y avait en fait mon frère, ma belle-sœur et moi, donc on n'avait pas tant que ça de cette idée en tête en fait. Voilà, on donne et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai embauché un CDI. Donc pour les CDD, il y a les préventions classiques, mais il y avait alors il y a quand même toujours eu, même quand tu étais en CDD, hein, ils faisaient en fait toujours les mêmes saisons, c'est-à-dire qu'on les perdait l'hiver, puisqu'on n'en avait pas la nécessité. Mais il revenait chaque année, David, par exemple, moi j'ai déjà travaillé avec sa maman aussi, par exemple. Donc il y avait quand même cette continuité. Donc il y a toujours eu à Dargilan ce partage. Voilà, c'est-à-dire que même lorsqu'ils étaient en CDD, on a toujours eu ce sentiment quand même de se construire ensemble et surtout d'avancer ensemble. Donc même si ce n'était pas identifié, ils avaient quand même tout à fait une part dans la construction du travail et comment on le fait et cette façon-là. Donc sans que ce soit formalisé, on avait quand même un petit peu l'ADN pour ça. Très bien. Et alors du coup, une prise de conscience à un moment donné, on a bien compris que vous avez eu donc, je dirais, une réorganisation hein, à mener. Et du coup, comment vous l'avez fait? Quel contexte? Racontez-nous. Tout à fait. Alors, j'en touchais un mot tout à l'heure. Là, c'est vrai que c'était un contexte pardon, très particulier, puisque suite au départ et puis au décès de mon frère et donc de l'absence aussi au travail de ma belle-sœur. Si parmi vous, il y a des entreprises familiales qui nous écoutent, là, vous savez qu'en fait, on porte un petit peu tout dans ces cas-là. Moi, évidemment, je me suis dit, j'ai beau avoir une belle énergie, je ne peux pas tout le temps remplacer 3 personnes enfin, sur tout. Donc, je me suis beaucoup appuyée voilà, sur les personnes avec qui je travaillais, David, Sébastien aussi. Et j'ai recruté deux autres CDI, Aurélien et Eva. Alors évidemment, ce n'est pas rien hein, d'avoir cette embauche-là sur une activité qui est quasi fermée 6 mois. Et là, donc, on a créé 10 000 choses. Donc, c'était un contexte, au moment où on est arrivé à la QVCT, c'est vrai que c'était un contexte un petit peu de tempête. Et je tiens à souligner que dans cette tempête-là, il y a eu de magnifiques soleils. Voilà, il s'est passé de très, très belles choses avec mon équipe. Voilà, c'est voilà, le petit mot pour dire que même quand c'est compliqué, il y a de très belles choses. Et donc là, on est entré grâce au CEL, grâce au site d'exception du Languedoc, dans la QVCT via les espaces de discussion sur le travail. Donc, on est arrivé un petit peu, on va dire, naïf, puisque ce n'était pas du tout des démarches à laquelle on était habitué. On ne l'avait jamais fait. Donc, on a suivi tout le cursus qui, fort heureusement, pour une entreprise touristique, est tombé beaucoup en hiver. Donc, ça, voilà, c'est très, très intéressant qu'on puisse faire les démarches en hiver. Et alors là, on était, la première session, ça a été beaucoup de visio, en appui personnel et en appui collectif avec les autres sites engagés. C'est un gros point fort, ça, parce qu'on voit comment les autres évoluent, on se positionne un peu. Alors, je ne vous cache pas que nous, au début, on avait vraiment l'impression d'être de mauvais élèves. C'était flou. On n'était pas sûr du tout Oui, de David, tout c'était comprendre. flou, c'est-à-dire c'était Oui, flou, David. mais parce que, bon, déjà, on n'avait pas du tout l'habitude. Comme elle a dit, c'était une période où on voulait aller assez vite parce que c'était un peu dans l'urgence. Et c'est vrai que c'était flou, on ne comprenait pas trop les premières visios, comment ça allait fonctionner. Bon, heureusement, après, on a bien été accompagnés. Donc, au bout de quelques visios, ça va très vite, on comprend le fonctionnement. Mais il faut pas, j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir peur aux premières visios. C'est normal qu'on ne comprenne pas tout dès le début. Oui, c'était exactement ça. Il a parfaitement dit. Au départ, on est un peu perdu. David a commencé à en parler. Il y a eu alors un soutien et une efficacité d'Aurore et de Lucille. Voilà, ça c'était vraiment sans faille. Hein. Donc ça a aidé. Et puis petit à petit, on rentre, on commence à prendre un petit peu confiance. On rentre dans le processus et nous, ce qu'on en a le plus retiré, c'est ce qu'on faisait peut-être trop rapidement. Comme l'a dit David, il fallait qu'on avance, il y avait quand même urgence. On ne posait pas bien le problème. Et les espaces de discussion sur le travail, déjà, nous ont appris ça. Quel est réellement le problème? Voilà, est-ce qu'on va... on avait tendance à chercher 10 000 solutions, ensemble déjà, mais 10 000 solutions. Alors qu'en fait, on a vraiment appris, dans un premier temps, à bien identifier le problème.
Moi, je dirais qu'au départ, oui, c'est vrai qu'on ne savait pas trop. Et puis petit à petit, en fait, on se rend compte que c'est encore plus vertueux que ce que ça en a l'air, les espaces de discussion sur le travail. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, on s'est beaucoup amusé de ça parce qu'on avait choisi un sujet qui était qui va amener la vinaigrette au Oui, snack, la je vinaigrette, crois. Donc, c'est vrai que vu de l'extérieur, on peut se dire, bon, c'est peut-être pas si compliqué de savoir qui va amener la vinaigrette au snack tous les matins. Et en fait, si, voilà, ça l'était. Alors, pas forcément sur l'équipe de permanent, mais c'est une info qu'il faut transmettre à des personnes qui rejoignent votre entreprise parfois pour 3 semaines. Donc, comment on fait ça générait du stress pour moi qui ne savais pas si c'était fait. Pour mon équipe aussi, parce qu'on était toujours en train de dire qui fait quoi, à quel moment, comme ça. Et ça nous a vraiment permis en fait d'élaborer des tableaux. Alors là aussi, ça paraît simple. On se dit, ben oui, évidemment, des tableaux. Mais non, c'est l'espace de discussion sur le travail permet déjà de les faire ensemble. Donc, c'est pas moi qui impose le travail, puisque la plupart du temps, c'est quand même eux qui le font. Donc, je trouve que c'est très, très important que ça soit eux qui le mettent en place, comment ils souhaitent s'organiser, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on améliore, qu'est-ce qu'on essaie de transformer. Et donc, faire ces tableaux ensemble, eh bien, ça nous a, mais alors, je crois que tu l'as vécu comme moi, hein, sauvé au niveau du stress, de la charge mentale, vraiment cette saison 2025. Hein. Voilà, je te laisse en parler peut-être, parce que tu es Oui, plus en direct. ben, c'était tout à fait ça, hein. On courait, on va dire, beaucoup. Et ça nous a permis, grâce au tableau, enfin, cette trame qu'on avait dès le début, à gagner du temps et à mieux s'organiser. Alors après, on s'en sert encore, pas tous les jours, mais on s'en est servi hier. À part aujourd'hui que ça n'est pas servi, mais on s'en sert fréquemment des espaces de discussion. Donc, somme toute, vous êtes parti avec une problématique qui était une réorganisation avec des problèmes peut-être de délégation. Et au fur et à mesure, grâce à cet outil d'espace de discussion sur le travail, certains pourraient avoir un petit sourire en coin en disant oui, il suffit de juste de faire un tableau que Non. nenni. C'est votre discussion, il me semble, qui a permis de monter en autonomie. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Laure? Ah mais totalement, vraiment totalement parce que en fait, c'est une vraie démarche. Donc c'est pas juste, créer un tableau, voilà, c'est pas du tout réduit ça c'est une des finalités, ça a été notre première expérience et c'est pour ça qu'on en parle, mais il y a une vraie démarche de, comment dire? Bon déjà de partager et puis, c'est un outil. Voilà, c'est vraiment un outil. Hem, on s'en sert sur certains points et puis en fait, finalement, on arrive souvent à l'intégrer très rapidement. C'est-à-dire que maintenant, avec la pratique, au départ, ça nous prenait très longtemps, hein, l'espace de discussion sur le travail, c'était, la matinée. Maintenant, on les fait de suite. On choisit le sujet, tac, tac, on l'expose, qui, quoi, comment, où et de là où Avec on un se répartit animateur? Avec une tout à fait avec animation, un l'animateur. animateur? Hmm. Exactement. Alors ça, l'animateur, c'est vrai que c'est le poste peut-être le plus, où il faut le plus d'apprentissage. Donc nous, on est en train là de le faire tourner pour que chacun le voit et c'est un apprentissage parce que c'est lui qui il va pas prendre position d'emblée, mais il est très important par contre ce poste-là parce qu'il nous fait reformuler. Donc il nous fait tout reformuler, donc ça évite, mais alors énormément de mauvaises interprétations, ce qui est souvent un grand fléau, hein. Chacun a Les compris quoi. jugements, voilà, oui, oui, oui. Exactement et puis la façon dont on perçoit la chose. Les mêmes mots vont pas être perçus de la même façon, par une personne ou l'autre. Donc l'animateur débriefe tout ça. Donc à la fin de l'EDT en fait, donc de l'espace de discussion sur le travail, je pars on sort sans frustration. C'est-à-dire que tout le monde a vraiment, dit ce qu'il avait à dire alors moi évidemment en tant que manager, je garde la main, hein, ça c'est sur la décision finale, hein, c'est quelque chose aussi à préciser peut-être pour les entreprises, Tout à fait, tout à fait. voilà. C'est moi qui aurai la décision finale quoi qu'il en soit, mais ma décision est vraiment éclairée, mais vraiment éclairée. C'est-à-dire que enfin, de voir un EDT, se dérouler un EDT, c'est magique parce que vous avez les solutions qui arrivent et qui arrivent, pas imposées. C'est-à-dire qu'elles sont, créées de façon collégiale et du coup, vous avez une solution qui est pérenne parce qu'elle a été, décidée vraiment à partir du problème ou c'est pas vraiment même des problèmes, des pistes d'amélioration. Elle a été faite tous ensemble et elle durera. Voilà, avec la possibilité de la transformer, de l'aménager si on n'a pas exactement tout vu.
mais on sait elle est adoubée, en fait. Voilà. Elle est adoubée par toute l'équipe et elle est reconnue par toute l'équipe. Et du coup, qu'est-ce que vous nous conseilleriez alors? Les petits plus, les recommandations par rapport à cet outil de DT? Oui, tout à fait. Alors, déjà, voilà, ce que j'en parlais juste un petit peu à l'instant. Moi, j'ai trouvé très bien en tant que manager et que petit chef d'entreprise, en fait, donc pas trop habitué à ça. J'ai trouvé assez vraiment, vraiment bien précisé au tout début de la démarche, qu'il soit précisé justement qu'il ne s'agit pas d'un espace de doléances ou de confrontation où l'équipe va venir contre son manager en disant ouais, gna, 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 ça va pas, ça va pas. Donc ça, c'est vraiment bien précisé. Quand on rentre dans le processus, on sait que c'est pas pour régler les comptes en fait. C'est un endroit où on va exprimer notre ressenti de toutes parts. Donc c'est la ressenti du manager, c'est la ressenti de l'équipe. Hein. Donc c'est pas là où on va régler des comptes, des choses comme ça. On va juste avancer ensemble. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que moi, ça m'a rassurée. Je me suis dit voilà, c'est pas là où tous mes petits défauts, mes failles vont être mises en avant. Au contraire, on va avancer ensemble. Donc, je pense que vous l'avez pris comme ça aussi. C'est tout Hein. à fait ça, oui. Il n'y a pas Oui, eu. oui. Voilà. Non, c'est tout à fait, là, tu l'as très bien dit, hein, c'est tout à fait ça, oui. Donc, ça, si ça peut rassurer certaines entreprises, vraiment, c'est vraiment le but. Hein. Ce que j'ai vraiment, vraiment apprécié, donc là, c'est noté, c'est la disponibilité, j'en ai parlé, et puis la grande patience d'Aurore et Lucille. Juste dire qui sont Aurore et Lucille. Ce sont Aurore Quabion et Lucille Herrera qui sont chargées de mission à la RACT Occitanie. Tout à fait. Et alors, je pense qu'elles prennent vraiment leur boulot à cœur. Voilà, c'est pas juste présenter quelque chose. On sent qu'elles vivent la chose avec nous. C'est-à-dire qu'elles nous ont accompagnés dans nos doutes, nos questions. Je pense qu'elles ont eu le même plaisir à la fin de voir combien on avait apprécié la démarche. Et il y a toujours du suivi, en fait. Voilà, là aussi, on n'est pas séparés de la RACT. C'est pas quelqu'un qui nous donne des leçons. C'est pas Oui, dogmatique. il y a marqué audit, mais c'est pas du tout un audit. Hein. Non. C'est des visites sur site. Hein. On n'est pas du Oui. tout dans le contrôle, hein, bien évidemment. Non, Pardon. Ah oui. c'est ça, oui. Oui. Oui, on a eu la chance de les recevoir, il n'y a aucun jugement, on voit qu'il n'y a pas de contrôle. Enfin, elles sont bien, je ne sais pas comment dire, se sont bien mis à notre place à nous, sans donner d'avis ou de conseils. Voilà. Au niveau du conseil, David en a parlé un petit peu et moi aussi, ce que je dirais, si vous êtes habitué à ce genre de process, vous allez rentrer à fond dedans. Si c'est les premières fois, ou surtout, il ne faut pas se décourager au début. Voilà, pas se dire mais pourquoi ça prend autant de temps pour savoir qui va amener la vinaigrette. Ce temps long, il est vraiment important. Voilà, moi je dirais, il est vraiment important pour prendre l'outil en main. Et c'est en fait quand on commence à le pratiquer pendant la démarche, hein, puisqu'on en fait, où là, petit à petit, ça s'éclaire et où on perçoit toute la portée de la démarche. La portée et puis l'intérêt de la démarche. Vous recommandez? Je réponds ou pas? Oui, alors je pense que déjà c'est super qu'on soit deux. Voilà, vous avez mon regard, Oui. mais aussi celui de David. Alors moi, oui, je dis franchement, puisque je vais même le redire. Au début, c'est vrai que c'était très flou pour moi. J'étais même sceptique parce que je ne comprenais pas trop comment ça fonctionnait. Surtout que ça faisait 20 ans qu'on travaillait d'une façon et de travailler autrement, c'était plus compliqué. Après, avec du recul, je suis agréablement surpris et je le recommande, oui, fortement. Alors, j'ai envie de dire, je le recommande autant aux petites entreprises qu'aux plus grandes, puisque c'est vraiment valable pour tout le monde et pour tout travail différent, bien sûr. Marie-Laure, si vous aviez un bilan peut-être depuis toutes ces réalisations, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour peut-être pour conclure ce beau témoignage qui montre un dialogue social et un dialogue professionnel au sein d'une petite entreprise, mais qui, je pense, dans laquelle il fait bon vivre. Je vous écoute. On l'espère. Alors, c'est évidemment, il y a des moments comme partout, plus compliqués, mais alors, je fais juste une petite parenthèse, si vous le voulez bien, si j'ai encore un peu de temps. Oui. Je pense que ce qui qualifierait d'Argilan, c'est que donc, en termes d'entreprise familiale classique, comme on l'était, je ne suis plus que le dernier membre à la barre. Mais ce n'est pas tout à fait ça, parce que
quand je vois mon équipe transmettre l'histoire de ma famille aux visiteurs, voilà, en fait, on arrive à passer ce flambeau. Je dirais que le fil conducteur par rapport à Dargilan, que ce soit depuis Martel qui l'a exploré, les premiers qui l'ont aménagé, ma famille qui l'a développé, mon équipe maintenant, je vais vous présenter leur réalisation, c'est la passion. Voilà. Et cette passion, eh ben, on la voit tous les jours. Et je pense qu'ils ont eu la même approche pour le DT, pour les espaces de discussion sur le travail. On s'est dit, ça a l'air génial, on fonce et ça va nous apporter. Alors, j'ai fait 2 petites slides là parce que c'est vrai qu'en parlant avec vous, ça, c'est aussi une autre chose, le retour, le regard qu'on peut avoir sur notre petite entreprise où on a toujours le nez dans le guidon avec une démarche QVCT, c'est qu'on prend le temps de se regarder. Donc ça, c'est déjà aussi important. Et en faisant les diapos, je me suis dit: «Purée, mais quelle équipe! Tout ce qu'on a fait ensemble!» Donc depuis 2021, en fait, on a mis en place, des visites à thème. On a des visites classiques, hein, qui s'appellent les visites Martel. Donc, on a monté 2 visites, une visite en profondeur qui dure 3 heures, c'est la visite Balsan, une visite Jean Sahuquet, qui est une visite famille, donc avec les 2 autres CDI qui nous ont rejoints, hein, Aurélien et Eva. On a considérablement amélioré la qualité de notre snack en allant vraiment vers des produits locaux. Ça, voilà, ça aussi, ça fait des tonnes d'espaces de discussion sur le travail, hein, comment on transforme ça. J'en suis très heureuse de ça parce qu'on a des produits en Lozère magnifiques. Et l'équipe, voilà, l'équipe vraiment me suit là-dedans. L'an dernier, on a mis en place une application sur smartphone pour une traduction multilingue de la visite. Et là, on est en train cet hiver de s'amuser à préparer plein de jeux. Voilà, vous pouvez passer à la suivante. Alors oui, alors ça, on se marre bien, si je peux me permettre. On fait pas mal d'animations. Donc, des animations en plein hiver aussi, ce qui, en Lozère, est vraiment une très bonne chose. On fait Noël, où on enferme le Père Noël dans la grotte. On fait Halloween, on propose aussi des animations rigolotes à Pâques. Là aussi, ça demande voilà, un investissement total de l'équipe. On le fait vraiment presque, je dirais, plus pour notre plaisir que pour autre chose, mais ça marche très bien. Notre grosse fierté, voilà, d'essayer de dynamiser notre territoire pendant l'hiver. Ça commence à marcher. Ça aussi, ça demande beaucoup d'organisation. Et hier, on a fait justement un espace de discussion sur le travail pour les plannings, comment on fait ça. Et on a eu une belle réussite. Moi, j'étais ravie. Les choses sont calées sur beaucoup d'autonomie, encore plus d'efficacité. Parce que vraiment, moi, j'ai au cœur de dire que l'autonomie donne de l'efficacité. Bon, il se trouve que j'ai une super équipe, mais c'est toujours vertueux. Voilà, c'est quand on est autonome, on a envie. Voilà, ça, c'est vraiment mon leitmotiv. Donc, ils sont encore plus autonomes hein, au niveau du planning. Et on a monté un escape game aussi. Oui. C'est bon, ça suffit, 3 slides. Mais... de très belles réalisations, mais vos projets, Marie-Laure, ça ne s'arrête jamais. Là ben, ça ne s'arrête jamais parce qu'ils sont ultra créatifs. Je ne m'en sors pas. Donc, on a ce beau projet de faire un sentier du temps, puisque Dargilan, vous l'avez peut-être un petit peu vu dans les premières slides, c'est une très belle gorotte, mais c'est un très, très bel extérieur. Donc, voilà, on y est souvent tous les deux, d'ailleurs, hein, sur le... Oui, sur le sentier. Oui. On continue. Donc, on va proposer une petite promenade là, de quelques kilomètres autour de la grotte pour que les gens puissent patienter ou profiter encore plus de notre lieu. C'est un beau projet puisque ça sera en fait, l'idée c'est qu'on met des panneaux à partir du Big Bang et tous les 1 pas ou 2 pas, on estime que c'est 2 ou plusieurs millions d'années, ça dépend du parcours. Et chaque fois, on met un panneau sur l'évolution de la planète, enfin, de l'univers d'abord, puis de la planète. Et ça permet aux gens, et notamment aux jeunes, de se rendre compte qu'on a peu de connaissances jusqu'aux dinosaures. Voilà, et que nous, l'humain, on est vraiment tout petit. Donc voilà, ça permettra ça. On a aussi un accueil vélo pour essayer de développer notre démarche un petit peu verte, on va dire, vertueuse sur la transition écologique et les nouveaux modes de déplacement. Développer les petits gestes verts de la Grotte Rose. Ça, j'ai été aidée d'ailleurs pour un projet là, par la CCI Lozère. Un beau soutien aussi que je tiens à saluer. Donc ça, voilà, j'aimerais continuer. Et là aussi, de plus en plus, parce que c'est évolutif, mon équipe me seconde énormément là-dedans.
Donc voilà, ça c'est vraiment génial. Et justement, un projet qui peut peut-être rejoindre la QVCT aussi, leur distribuer des postes de duty manager et de support. Voilà, et c'est assez joli ça, parce que c'était pas structuré au début, mais c'est leur talent en fait, et ça se fait naturellement. Donc là, on est en train un petit peu de le structurer pour que ça soit encore plus efficace et facile à vivre. Et voilà, ça sera ça. Voilà, toujours plus d'autonomie, pour plus de créativité et d'efficacité. Voilà, vous l'avez dit, Nelly, en début, c'est vraiment une corrélation du bien-être au travail et d'efficacité. Ça enlève rien, rien, ou bien au contraire à l'efficacité. Là, vous bossez bien. C'est très... Ah oui, j'aime quand tu me dis les belles choses. Voilà. En tout cas, merci. C'était un très, très, très beau témoignage vivant, vécu en complémentarité entre vous, dirigeante, et David, qui fait partie de votre équipe. Et du coup, on a vu que cette réorganisation a participé justement avec cette démarche QVCT, à donner la parole, à parler du travail. On voit que parler du travail, c'est productif et même créatif, voire innovant. Et ça vous permet à chacun d'évoluer. Et voilà, j'espère que ça va donner envie peut-être aussi, pourquoi pas, d'aller visiter ce beau site d'exception du Languedoc. Super. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci. Ouais, vraiment de nous laisser témoigner aussi, de l'introduire, de l'inclure dans la démarche, c'est très très bien. Parce que voilà, on peut le faire en toute sincérité, parce que voilà, vous savez mettre les gens à l'aise, et je pense que c'est important qu'on puisse le dire. Pour nous aussi, c'est un petit peu, on est content, on est fiers de l'avoir fait, on est heureux de le partager. Et si on peut encourager des entreprises à aller dans cette démarche, vraiment, on en est très heureux. Restez avec nous parce qu'il va peut-être y avoir une série de questions qui seront peut-être adressées à ce que vous avez fait. Donc, nous poursuivons effectivement avec rapidement les outils et les acteurs pour accompagner les entreprises si vous avez envie d'aller sur ces démarches. Alors, des ressources sur lesquelles vous allez pouvoir, avec le support lorsqu'il vous sera envoyé, je dirais, aller directement sur le site Internet. Vous avez sur votre gauche, pourquoi ne pas essayer justement de voir, de parler de QVCT par rapport à la performance. Ensuite, vous avez le triptyque qui est téléchargeable et qui peut évidemment être plié en fait, et vous pouvez le laisser traîner sur les bureaux où là vous avez les fondamentaux, en fait, tout ce que l'on vient de vous dire est résumé sur cette feuille A4. Ensuite, ici, les ressources mobilisables, des QR codes qui vont vous amener. Alors, d'abord sur un autodiagnostic, c'est-à-dire que si vous voulez vous lancer dans une démarche telle que celle-ci, il faut d'abord faire un petit état des lieux. Donc, il faut voir où vous en êtes, parce que vous faites certainement des choses qui participent déjà, je dirais, à la santé et à la performance de votre entreprise. Ensuite, le lien vers le référentiel. Puis, une mind map pour vous permettre de savoir quel est l'acteur dans la région où vous êtes, enfin, dans le territoire sur lequel vous êtes, qui peut vous aider en fonction de vos thématiques ou de vos problématiques. Et ensuite, le QR code complètement à droite va vous amener ici sur l'ensemble des ressources qui ont été créées dans le cadre du groupe QVCT du Plan régional santé travail 4. Et puis, ce beau témoignage de Marie-Laure et de David fait partie également de ressources des sites d'exception du Languedoc, dans lequel on a également, il n'y a pas que la grotte d'Argilande, mais il y a tous les autres sites qui étaient impliqués dans cette action collective, et ça va peut-être vous inspirer encore plus. Je laisse peut-être ou Isabelle ou Nathalie expliquer peut-être les quelques outils qui ont été créés dans le groupe Attractivité.
Oui, bien sûr, dans le groupe attractivité, hein, comme on vous l'a expliqué au départ, on a aussi pas mal de documents qui sont à votre disposition hein, sous le PRST, une contribution du diagnostic territorial, hein, vous le retrouverez, la partage autour de bonnes pratiques, des chantiers d'excellence, hein, comment sur un chantier notamment du BTP, on travaille la qualité de vie au travail et les conditions de travail. Le soutien d'expérimentation, on a eu 12 projets retenus avec des pilotages du FAC territorial qui ont permis justement de mettre en pratique des actions autour de l'attractivité. Donc, je vous laisserai en prendre connaissance. Et un outil d'autodiagnostic, ce qu'on appelle le Calliope RH, qui est aussi à disposition pour aller voir en fait et vous outiller sur pas mal de méthodes de travail autour de ces idées d'attractivité des conditions de travail. Merci beaucoup, Nathalie. Et nous passons à la fin de ce webinaire et je laisse la parole à Isabelle et à Nathalie. Je vous remercie. Isabelle, tu veux prendre la main peut-être? Sur le bilan très positif, on voit que c'est vraiment un sujet qui continue à être important pour toutes les entreprises. Et sur les perspectives, c'est un sujet que nous allons garder, continuer à traiter sur le plan régional santé au travail numéro 5 que nous sommes en train de construire pour les 4 années qui viennent. Voilà. Nathalie voulait rajouter Non, je suis très heureux que ça puisse continuer sur le PRST 5 au même titre que ce que dit Isabelle, parce que en fait, on n'a pas fini et c'est toujours un sujet qui est d'actualité. Ô combien c'est compliqué, à la fois pour les entreprises et pour les salariés, d'arriver à trouver justement le bon tempo pour se retrouver autour de l'emploi, autour de l'entreprise. Donc, il faut encore qu'on investisse pas mal de sujets autour de l'attractivité des conditions de travail. Donc, on continue, on a encore 4 ans de travail pour vous doter et vous donner plein d'outils sur le sujet. Très bien, merci beaucoup. Comme habituellement, je vous présente la partie bibliographie, donc c'est juste des liens cliquables en fait sur les outils de référence, et la partie agenda qui est un peu légère puisqu'on est en début d'année et qu'on est en cours de finalisation de nos plannings. Donc vous retrouvez les sites du ministère et de l'ARACT qui font référence sur ces deux thématiques, et ensuite il y a également les liens sur le plan régional santé travail et les outils du PRST. Vous avez également l'ensemble des liens pour visionner nos webinaires en replay. Justement, donc le programme santé-sécurité 2026, donc là, on a un premier rendez-vous qui est arrivé au mois de janvier et on finalise en fait le programme demain avec voilà, le plan régional santé-travail. Donc, on aurait aimé pouvoir vous en dévoiler un peu plus, mais nul doute qu'il y aura encore des thématiques intéressantes et notamment dans le cadre du nouveau plan régional santé-travail qui est en cours de finalisation. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement aux questions. Donc, voilà, je vois qu'elles arrivent. Il y a eu également de nombreux messages en fait voilà, pour féliciter l'entreprise. C'est vrai que c'était un témoignage vraiment très sincère où on sent tout le dynamisme qui a été mis en œuvre pour justement améliorer et changer ce système de management avec la mise en place des EDT. Donc voilà, Sonia, je te laisse peut-être poser la première question là, qui reprend, qui est reprise dans l'espace de conversation. Oui, alors je sais pas, je pense que ce sera peut-être Nelly qui sera la plus à même à répondre. Donc la première question, c'était quels sont les freins qui empêchent les TPE-PME de se lancer dans la mise en place d'une démarche QVCT? Moi, j'ai envie de laisser la parole à Marie-Laure parce que c'est l'exemple vivant de qu'est-ce qui pourrait, d'après vous, Marie-Laure, être un frein ou pas, hein, en fait, d'après vous? Alors, c'est un frein d'organisation, mais pas particulièrement pour les espaces de discussion du travail, c'est la difficulté d'être tous ensemble en même temps.
Voilà, puisque sur une petite équipe, on ne fait pas 2 réunions, on fait qu'une seule équipe et on fait quand même attention qu'on ait du repos. Donc, pour arriver à trouver un jour où il n'y en ait pas un qui est soit en repos, soit autre chose, hein, sur une autre mission, mais c'est la seule difficulté. Voilà, donc de faire des EDT souvent avec un membre qui n'est pas là, donc après d'arriver à le lui retransmettre correctement. Voilà. Mais Je du dirais coup, que le temps consacré, est-ce que c'était un investissement du coup, Marie-Laure, pour vous? alors non, franchement, alors au début, peut-être oui, quand on parlait tout à l'heure du processus un peu long, des fois on a eu un petit peu des doutes au début, que c'était peut-être un peu long, mais en fait, une fois expérimenté le processus, on sait qu'il faut ce temps long au départ pour bien apprendre, bien se l'intégrer. Et ensuite, l'espace de discussion sur le travail, non, il n'est pas du tout pesant en termes de temps. On a même pris l'habitude, nous, de faire ce qu'on appelle des EDT flash. Voilà, c'est-à-dire on a nos EDT en réunion d'équipe où on se pose, on prend plus de temps. Et même sur des moments de rush, parce que c'est vrai que notre travail a des moments de speed, des moments de très calme et puis des moments de très speed, on arrive à avoir presque des réflexes. C'est-à-dire plutôt que de paniquer, on dit mais c'est quoi réellement le problème? Ah oui, oui, c'est vrai, il y a ça. Donc hop, on règle le problème parce qu'on en a parlé à plusieurs. Alors pas toute l'équipe, évidemment, on n'arrête pas l'activité, mais on arrive comme ça à faire des mini EDT flash qu'on n'aurait peut-être pas fait forcément avant. Donc c'est un gain de temps incroyable. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un outil, mais c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire on se transforme un peu plutôt que d'essayer de trouver direct la solution, même très rapidement sur une situation de crise, on arrive à dire mais quel est le problème en fait? Et des fois, c'est pas vraiment le problème qu'on pensait. Donc on le règle mieux. Donc non, en termes de temps, franchement, c'est très simple en fait, une fois qu'on a compris le truc, hein. C'est plus un gain de temps après par la suite qu'une perte de temps. Un premier élément de réponse. Merci beaucoup. Bon, justement, cet exemple-là de chez vous, où il y avait pas mal de management participatif et collaboratif, comment est-ce que dans une entreprise avec une taille un peu plus importante, ça peut se décliner? C'est pour moi la question? Peut-être pour Nelly. Oui, Ah, oui, d'accord. je vais peut-être prendre le relais. Oui. Selon la taille, en fait, si le cadrage, comme c'est une démarche, on va d'abord, je dirais, s'entendre dès le départ sur à quel moment on va pouvoir justement peut-être faire les choses et avec qui. Et ça se réfléchit, ça se discute d'une manière paritaire si c'est une entreprise qui a un CSE, de manière justement à ce que ce soit intégré dans l'organisation. Et du coup, de par ce fait-là, on arrive à, je dirais, à partir du moment où c'est intégré dans l'organisation, ça se fait le plus naturellement possible, je dirais. Donc, en fait, ça se réfléchit bien en avant lors du cadrage et de la structuration. Parce que vous avez des entreprises, suivant le secteur d'activité, suivant le nombre de salariés, suivant la représentation syndicale, suivant l'engagement du dirigeant, il va falloir, je dirais, adapter une démarche spécifique à l'entreprise. Mais ça peut se faire, je dirais, dans n'importe quelle taille d'entreprise ou secteur d'activité. Il suffit de le réfléchir bien au début. Mais du coup, ce Et qu'il de faut le prendre en discuter. compte aussi, c'est qu'il y aura plusieurs générations de salariés. Il y en aura qui n'auront pas les mêmes postes, il y a les mêmes horaires et forcément pas les mêmes attentes. Du coup, comment ça peut être traité tout ça? Ben, intergénérationnel, hein, qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie et Isabelle, de justement vous qui avez été regarder ces populations et cette attractivité vis-à-vis des jeunes générations? Justement, c'est une richesse d'avoir des générations complètement différentes dans une entreprise. Et on va pouvoir, en fait, c'est bien cadrer la situation de départ. Comme le disait Nelly, hein, c'est de cadrer les choses et laisser après l'ensemble des personnes avec leurs différences s'exprimer et de pouvoir après apporter sa pierre à l'édifice avec des angles de vue complètement différents. Et c'est ça qui est riche.
puisqu'en fait, dans ces milieux-là, en fait, on donne pas, on n'est pas là pour justement traiter des problématiques qu'on peut avoir avec l'un ou avec l'autre. C'est justement travailler ensemble pour trouver des solutions à une problématique que l'on aura identifiée. Et là, tout le monde, avec leurs différences, sont riches, en fait, pour apporter des solutions et faire avancer l'entreprise. Je peux prendre un peu, juste peut-être une petite précision. Sur des gens qui ne sont pas habitués comme on l'était, il peut y avoir peut-être des réticences au départ en se disant c'est beaucoup de choses, de réunions pour rien. Mais vous verrez, elles se lèvent rapidement, ces réticences-là, parce qu'on voit très vite l'effet du respect qu'il y a surtout. C'est un espace de respect pour tout le monde. Et même si au début, on se dit, ben, moi, je n'ai pas besoin de ça pour travailler, voilà. Si éventuellement un des membres de l'équipe pensait ça, je pense que très vite, il va se rendre compte qu'on parle. C'est un endroit où on parle. Qui que vous soyez, vous parlez. Voilà. Et c'est respectueux. Donc, je pense que les barrières se lèvent. Les petites barrières qu'il peut y avoir au départ vont se lever assez rapidement, même sur une très grosse entreprise où voilà, où vous êtes plus structuré peut-être pour le faire. Oui, parce que vous allez parler du travail. Vous allez discuter à l'aune du travail. Et il n'y a plus d'individualité. S'il y a du ressenti, mais ce sera à l'aune du travail, de comment on réalise ce travail, qu'est-ce qui est prévu pour le réaliser, quels sont les moyens, quels sont les écarts dans tous les jours, hein, on a des choses à faire face et comment on les règle ensemble. Tout à fait. Le CSE, du coup, il est intégré comment par rapport à ce genre de démarche? J'ai pas compris le début. Le CSE, non, c'était plutôt pour Nelly, la question. Alors, Isabelle, hein, si vous voulez également parler, il n'y a aucun souci, mais comme on ne vous entend pas trop, n'hésitez pas à vous signaler. Alors, le CSE, ben non, on peut pas, enfin, chacun son rôle, hein. Le CSE, il est là, c'est du dialogue social, il est là pour effectivement représenter les différents salariés, il est là pour négocier. Un espace de discussion, vous n'êtes pas là pour négocier, vous n'êtes pas là pour revendiquer, ça n'a rien à voir. Je dirais, le CSE, c'est pas en CSE que vous allez parler de la vinaigrette. Vous voyez, l'exemple, mais l'illustration, non mais c'est vrai, chacun son taf, chacun son boulot, chacun je dirais, ses missions en fait et son rôle. Et c'est pour ça justement, au contraire, c'est complémentaire. Ces espaces de discussion, une fois que... Alors là, tout à l'heure, Marie-Laure vous l'a dit, c'est elle qui va, puisqu'elle est dirigeante, elle est seule, elle est top manager en fait dans son entreprise, c'est elle qui va prendre des décisions. Et vous la voyez d'ailleurs, elle est ravie de ça. Mais avec, je dirais, une entreprise un petit peu plus conséquente avec un CSE, ben, les espaces de discussion vont à un moment donné aller jusqu'à proposer des actions, des améliorations qui vont être à ce moment-là, je dirais, remontées dans un comité de pilotage où il y a obligatoirement représentativité des représentants du personnel et de la direction. Et là, il va y avoir discussion et peut-être négociation sur priorisation de ce qui peut être fait ou pas. Chacun son rôle. Ouais, c'était important de la rappeler, c'est vrai. Si quelqu'un s'adresse à l'ARACT pour mettre en place une démarche QVCT, comment ça se passe? Pas de prosélytisme, hein. Nous, je dirais, on est une très petite équipe, on est une quinzaine sur toute l'Occitanie, une dizaine de chargés de mission. Il y a également en Occitanie le réseau des intervenants QVCT sur lequel vous pouvez faire appel aussi. Et si vous voulez vraiment faire appel à l'ARACT, bien évidemment, nous avons, je dirais, un site sur lequel vous pouvez faire une demande. Mais nous ne sommes pas les seuls. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a de très bons consultants qui vont peut-être être en capacité de vous aider. Faudra juste faire un petit cahier des charges pour être sûr de savoir ce que vous voulez et jusqu'où vous voulez aller. Merci, je crois qu'on a fait le tour des questions, Vincent. Il restait une question, notamment sur un petit peu l'avenir du PRST 5 et notamment sur la thématique attractivité.
Est-ce qu'elle allait cibler des secteurs d'activité en particulier? Du coup, pendant le temps de réponse, là, que Nathalie prépare sa réponse avec Isabelle, je vous partage aussi le petit questionnaire de satisfaction voilà, qui nous permet de savoir ben, voilà, si on a des points d'amélioration ou si on a bien travaillé. Donc, on a bien compris qu'aujourd'hui, il va avoir une très bonne note pour le témoignage d'entreprise. Et surtout, voilà, vous signalez si vous avez besoin quand on vous recontacte sur des besoins particuliers ou quand vous mettez notamment en relation voilà, avec des experts. Voilà. Je vous mets ça, ça devrait apparaître dans le chat. Vous allez avoir une pop-up qui va s'ouvrir pour répondre aux 7 questions qu'on vous propose. Mais c'est juste des cases à cocher. Et Merci pour pour répondre à la question, il est un tout petit peu trop tôt pour répondre puisque les groupes de travail du PRST vont être finalisés à la fin de ce mois-ci, les pilotes nommés. Donc, voilà, on pourra. De toute façon, tout sera publié sur le site du PRST de façon très régulière. Dès que les travaux avancent, on publie tout ce qu'on fait sur le site du PRST et vous pourrez voir l'avancée et les thématiques qui ont été priorisées. Et n'hésitez pas, même s'il n'y a pas de mise à jour en ce moment, extrêmement, il n'y a plus d'outils sujets sur lesquels on a pu travailler au cours des années passées pour le PRST 4. Est-ce que du coup, on avait une autre question, Sonia, qui est arrivée le temps que je lance le questionnaire? Sonia, du coup? Ah, ton micro est coupé, je sais pas si tu parles, mais moi je t'entends pas. Ah oui, pardon. Oui, je disais, il y a plusieurs propositions d'accompagnement, donc laissez-nous vos coordonnées. On pourra les fournir donc, à ceux qui ont participé à ce webinaire. Voilà, normalement, le sondage est actif, hein, donc je vois qu'il y a des personnes qui ont commencé à répondre. Donc, merci pour votre participation. Peut-être juste une dernière question moi, pour l'entreprise. Voilà, vous avez parlé beaucoup de DT, mais sur les faits, en fait, comment ça s'est passé? Combien ça vous prenait de temps en moyenne? Vous avez parlé de tableau. Est-ce que du coup, ça après, c'était synthétisé dans un gros plan d'action? Juste peut-être quelques détails là-dessus. Bien sûr. Donc, la démarche en soi, on l'a suivie avec la RACT. Voilà, c'est sur une année hein, que ça s'est. Puis l'été suivant, ils sont venus faire la visite là, qui était très importante. C'est vrai qu'on ne s'est pas étendu dessus. C'était vraiment comme voilà, c'était vraiment comme une médaille en fait de les voir Lucille et Aurore venir nous rencontrer et puis avoir ce regard neutre et bienveillant, voilà, neutre mais bienveillant. Donc ça c'était long. Par contre, un temps long important. Par contre, non, la réalisation après des espaces de discussion sur le travail, on en a fait un hier là hein, sur le planning. On arrive maintenant à les faire, je dirais 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un gain de temps, c'est ce qu'on disait, c'est à peu près ça, hein? Oui. Ouais, bon, C'est pas la problématique, mais sinon, ça va, oui, une demi-heure maximum. ouais, voilà, une demi-heure maximum. Je crois que du moment qu'on a déterminé vraiment le vrai problème, en fait, et pas les petits problèmes satellites qui viennent polluer tout ça, ça va très vite, ça va très vite. Du coup, voilà, après, donc on a cité les tableaux et la vinaigrette parce on avait pris ce thème-là par rapport à l'intégration des CDD qui arrivent en cours d'été. Hein. Des fois, je disais pour 3 semaines, et d'autant que j'ai une équipe qui est polyvalente. C'est une chose à laquelle on tient tous finalement. Hein. Je crois que je ne vous l'impose pas, je crois que c'est vécu. Donc, on est tous très, très polyvalents. Ça, je trouve ça génial parce que du coup, dans le respect du travail de l'autre, on sait ce que l'autre fait.
Donc moi, j'essaie de temps en temps d'aller faire leurs tâches aussi pour bien me rappeler que voilà. Et donc comme l'équipe est polyvalente, on a vraiment énormément de choses à transmettre. Vous avez un nouveau CDD qui arrive, il faut qu'il apprenne ce qu'est une grotte, s'il n'en a jamais fait, comment la partager avec des visiteurs. Il faut qu'il amène plus ou moins, il va aider au snack. Donc après, il y a des montées en compétences, bien sûr, mais il va falloir qu'il file un coup de main au snack. Donc, on lui parle des produits locaux, comment passer il faut aussi un petit peu d'entretien. Donc, vous voyez, c'est vraiment mais d'une diversité incroyable. Donc, les EDT nous permettent sur les tableaux comme ça, et on les refait chaque fois, en fait. Hein. Chaque fois qu'on a une nouvelle tâche, on refait le tableau. Là, on va refaire la nouvelle adresse email. Oui. Chaque fois qu'on a une nouvelle tâche, on reprend le process. Donc, voilà, c'est vraiment, si telle était votre question, c'est vraiment un gain de temps. Et oui, c'était savoir un petit peu comment c'est organisé, qu'est-ce qu'il en découlait après comme plan d'action. Est-ce que c'était sur, voilà, ça peut être, j'ai compris que suivant la thématique, en fait, ça allait être consulter un document, peut-être plus parler avec son collègue, voilà. Tout à fait. Et du coup, peut-être en termes de précision, là, notamment pour définir quel est le vrai problème, est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue un petit peu un rôle d'animateur ou voilà, enfin Tout chacun à fait. fait un petit peu, prend la parole à tour de rôle. Alors, c'est très, très bien construit puisque l'animateur donc, est là pour essayer de nous faire reformuler, préciser notre pensée. Et ensuite, on détermine ensemble, donc on en fait plein souvent, hein. On ne fait pas un EDT une fois de temps en temps, des fois on en fait pas mal d'affilée. Donc, purée, alors par exemple, je sais pas, un truc tout bête, moi pendant ce service-là, j'ai eu ça qui m'a embêtée parce que ça roulait pas, donc je me suis stressée, je me suis énervée. Ça, c'est le sujet. On a eu cette situation-là. Ensuite, on a toute une petite série de questions. Quand, comment, où, avec qui était là ce jour-là. Heu, Comment ça s'est passé? Donc déjà le sujet c'est ça, c'est heu, si vous voulez «le petit accident» entre guillemets qui a déclenché le problème et à partir de là, on arrive, à trouver quel est vraiment le problème et on apporte les solutions qui peut au problème en fait, pour que l'accident ne se reproduise pas. Et finalement, c'est très simple en fait, hein, c'est juste que c'est une démarche à faire dans le bon sens, dans le bon ordre. Voilà, plutôt que de trouver la solution, sur le problème, en fait, on le décortique et on arrive comme ça à une solution beaucoup plus pérenne. Parce qu'on a tout vu, toutes les raisons qui nous ont amenés à ce petit problème. Je ne sais pas si j'étais claire? C'est très bien, on a compris l'essentiel. Je vois qu'il y a une dernière question et après, voilà, ça permettra de conclure puisqu'on va respecter le timing de 16 heures. Peut-être plus pour Nelly ou vous aussi en complément, mais est-ce que ça marche à distance en fait, puisqu'on voit une personne qui nous dit elle a des équipes qui sont un peu dispatchées Bien sur sûr. le terrain. Oui, je Comment ça se comprends passe? Oui, je comprends cette question, bien sûr. Il y a plein d'astuces qui peuvent être mises en place. Effectivement, à distance, c'est faisable aussi. Peut-être pas au début, parce qu'il faut que chacun puisse être en confiance. Mais une fois que la confiance est installée, ça peut très bien se faire à distance. Il y a plein d'outils et de logiciels, Teams, Zoom, etc., qui peuvent effectivement permettre aux uns et aux autres de participer. Et puis vous avez aussi, il y a des équipes aussi où ça se fait par l'intermédiaire, par exemple, entre des équipes de jour et des équipes de nuit. Ça se fait par l'intermédiaire d'un tableau sur lesquels, justement, alors c'est peut-être un petit peu plus long et c'est, je dirais, à retardement, puisque chacun va mettre sa pierre à l'édifice. Mais ça demande effectivement une certaine organisation et une personne qui va, je dirais, être coordinateur de l'ensemble et permettre justement de recueillir en fait déjà les ressentis et ensuite la deuxième partie, hein, c'est effectivement comment on apporte des actions d'amélioration aux difficultés qui ont été rapportées dans les espaces de discussion sur le travail. Donc oui, tout est possible. Il suffit de réfléchir un petit peu en fonction justement de la mobilité et des disponibilités de vos équipes. Moi, je peux apporter un témoignage là vraiment de vécu puisque je bouge beaucoup, beaucoup l'hiver et c'est l'équipe qui garde la grotte. Donc, on fait systématiquement, quand je ne suis pas là, les réunions d'équipe en visio. Et le DT vraiment rentre dans ce cadre-là, hein, parce qu'on peut le faire, oui, peut-être sur un logiciel ou
ou ça, mais on peut même, l'équipe peut avoir le papier, écrire, et comme il y a la visio, moi je fais, voilà, on communique comme ça, donc à distance, c'est même, je dirais, moi je dirais que ça peut aider aussi à rendre la réunion plus efficace, puisqu'on fait focus sur le travail, sur un aspect du travail, plutôt que de partir un peu dans tous les sens. Donc oui, tout à fait, en visio, c'est pas du tout un frein, hein. Si vous êtes en présentiel, c'est pas du tout un souci. Voilà. Juste, Vincent, vous parliez, je rajoute, par rapport à votre question de tout à l'heure, hier, on a fait justement un EDT, parce qu'on peut se dire, est-ce que ça sert juste à organiser un travail, que ce soit plus organisé? En fait, ça va au-delà. Pour vous donner l'exemple, moi, hier, je pédalais un peu dans le planning, je ne savais pas trop comment m'y prendre pour le planning d'hiver. Et donc, on a fait un EDT là-dessus, et il en est sorti enfin, un truc super, c'est qu'ils vont prendre de l'autonomie, tout en, on est allé ensemble retravailler un outil que nous avons, c'est le Skello pour le planning, pour comment faire pour s'organiser, et que eux puissent communiquer entre eux par l'intermédiaire du Skello, pour quand ils viennent, les jours où ils viennent, les jours où ils ne viennent pas, savoir quand ils vont venir, quand ils ne vont pas venir. Voilà, donc vous voyez, moi je trouve que ça a été super efficace hier. Et ça a été rapide. Et oui, ouais. Donc voilà, pour vous dire, ça ne va pas que sur l'organisation physique du travail. Et moi, ma prochaine étape sur les EDT, ça va être aussi sur l'ambiance. Voilà, sur comment on se parle, s'il y a un truc qui nous a chiffonné. Ça, en fait, c'est infini comme application. Vous pouvez l'utiliser pour tout. Sauf pour faire la vaisselle, mais bon. Ça pourrait permettre de définir qui prend le prochain tour, hein. Voilà. On va partir des rôles. En tout cas, merci beaucoup pour voilà, tous ces témoignages riches, et vous avez vraiment bien illustré d'exemples concrets. C'est ce qu'on apprécie vraiment particulièrement, parce que voilà, ben, c'est la vraie vie de l'entreprise, et c'est un petit peu le plus de ces webinaires. On a vraiment le complément méthodo et l'application réelle sur le terrain. Donc, c'est ce qui nous plaît à présenter pour donner aux entreprises de le mettre en place chez eux. Merci beaucoup. Voilà, moi je remercie donc toutes les personnes qui ont participé à la préparation et à l'animation de ce webinaire. Merci beaucoup. Et écoutez, on va se retrouver prochainement, et je laisse peut-être un mot à la fin à Nathalie et Isabelle pour conclure. Écoutez, moi je voulais juste répondre. Vas-y, Isabelle. Non, je voulais juste répondre parce qu'il y a des questions sur la participation possible au groupe de travail, et en fait, c'est pas possible. Les membres du CROC sont nommés par le préfet, et donc c'est voilà, un cercle qu'on ne peut pas ouvrir à l'extérieur. Et pour conclure, hein, et vous donner une touche positive, on espère que ça vous a plu, que ça vous a donné plein d'idées. En tout cas, tous les partenaires autour de la QVCT sont à votre disposition, et l'ARACT en particulier, pour vous accompagner sur de beaux projets. Et l'entreprise vient de nous le prouver, comme quoi il y a plein d'énergie et qu'il y a plein de choses à mettre en œuvre. Merci pour ça. Merci beaucoup à toutes et tous. Bonne fin d'après-midi. Merci, au revoir. 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 T'as vu,